Merci à vous, merci aux collègues et merci aux étudiants qui me font l'honneur et l'amitié d'assister à cette conférence. Alors je ne sais si c'est le thème de la réconciliation ou celui des guerres civiles qui est le plus porteur et qui suscite le plus d'intérêt. On va essayer d'évoquer les deux dans leur lien, bien sûr. Alors, le 1er siècle avant notre ère est évidemment, lorsqu'on l'étudie, soit en historien, qu'on en aborde les sources littéraires, le temps des conflits, des violences civiles, et on finit par ne retenir de l'histoire qu'on en retrace que ces épisodes de tension et de guerre. Je ne m'intéresserai pas aux conflits extérieurs, aux guerres de conquête que Rome a poursuivies à la périphérie de son empire pour en assurer la sécurité et pour l'agrandir. Je vais aujourd'hui privilégier plutôt le cadre des affrontements au sein du corps civique et celui des espaces intermédiaires entre les partis et les factions en présence. Et il y a deux espaces qui m'intéressent plus particulièrement. Celui de la neutralité, que je définirais comme l'absence d'engagement, l'absence de soutien ou de faveur accordée à l'un ou l'autre des camps en présence. On pourrait ajouter que c'est également l'absence d'opposition ou d'hostilité avérée envers un des partis. Et le second espace, c'est celui de la conciliation que je définis comme le processus de négociation mené par des acteurs qui peuvent avoir choisi un parti, mais qui sont respectés par les deux camps. La conciliation, c'est le processus lui-même, mais c'est aussi bien sûr son aboutissement, son résultat et la réconciliation, en l'occurrence civique. Et les acteurs que je prendrai en considération sont des membres du corps civique, ce ne sont pas des garants ou des arbitres extérieurs, comme on en peut trouver dans des contextes diplomatiques. Ce thème de la réconciliation est incontestablement un thème très présent dans l'histoire de Rome, et il n'est que d'évoquer vos souvenirs de version latine, sans doute, sur la fable de Menenius Agrippa, le thème de la Concordia, toute l'œuvre de Tite-Live, et le récit concernant les premiers siècles en est particulièrement marqué, en est traversé, c'est presque un topos. Et bien sûr, cette question de la réconciliation s'est posée à l'époque augustéenne, au moment où Octavien reste sans ennemis de même force. Mais je vais me concentrer sur un épisode historique, celui du déclenchement de la guerre civile entre César et Pompée, et je vais plus particulièrement l'aborder au prisme de textes qui sont très largement des textes cicéroniens. Je m'intéresserai à la réconciliation civique, proprement parlée, et pas seulement à la réconciliation politique, et bien sûr à ce qui fait que cette réconciliation civique a des caractéristiques qui ne sont pas celles de la réconciliation que on peut tout simplement désigner par le terme de paix lorsqu'il s'agit de négocier entre des communautés et plus largement entre des États. C'est un thème très présent dans l'histoire de Rome, un thème aussi qui, en histoire politique, peut soulever des questions communes avec l'histoire de la diplomatie, un domaine d'intérêt auquel j'ai eu l'occasion de me consacrer. Mais on le verra, la question de savoir si les questionnements, les approches et aussi les solutions sont identiques, me semble devoir être à la fois posées et étudiées avant que d'y répondre ou d'en faire un postulat. Pourquoi avoir choisi Cicéron comme clé d'entrée sur ce sujet ? À l'évidence, la documentation est abondante, et puis il s'agit d'un témoin autoptique. C'est une clé d'entrée que je crois intéressante, aussi en raison d'un phénomène générationnel.
faut cesser de lire Cicéron en bloc, en connaissant le début et la fin de l'histoire, en faisant comme si des premières lettres que nous possédons de 67 avant notre ère jusqu'aux derniers écrits de 43, quelques heures avant sa mort, Cicéron connaissait la suite. Il faut le prendre dans la diachronie, il faut redonner systématiquement à la lecture que nous faisons de tel ou tel passage son ancrage historique, et toujours resituer aussi les interlocuteurs dont il fait mention dans cette dimension générationnelle. Voilà. C'est la même génération que Pompée, que César, à peu d'années près, mais bien sûr, c'est aussi la même génération qu'Atticus, mais lorsqu'il écrit à de plus jeunes que lui, dont il est un peu le protecteur ou le mentor, ou dont il s'efforce de guider les pas dans la politique, il faut l'avoir présente à l'esprit, tout comme il faut aussi garder d'autres décalages générationnels. Ces gens ont traversé des épreuves communes. La génération de Cicéron arrivait à l'âge adulte au moment de la guerre sociale, elle était à l'âge adulte au moment des guerres civiles entre Marius et Sylla. Il y a le souvenir, même s'il n'a pas été directement concerné, de cette époque des proscriptions. C'est une génération qui a un vécu commun et dont les choix peuvent aussi en partie s'expliquer par ce vécu commun, au-delà des programmes politiques que vous connaissez bien et de ce clivage traditionnel, un peu schématique, enfin, ce clivage traditionnel qu'on imprime en général entre optimates et populares. Il faut donc assurément penser ce thème de la réconciliation sans dérive téléologique, en faisant la part de ce que Cicéron savait au moment où il écrit tel ou tel document, et de ce que nous savons en tant qu'historiens de la conclusion de la guerre civile, et plus encore, au-delà de la mort même de Pompée et de la mort de César, du devenir de cette historiographie de la guerre civile dans les décennies qui ont suivi. Donnons donc le primat à la diachronie, à la notion de processus, et peut-être pas tant, en tout cas pas d'emblée, au résultat vers lequel il conduit. Alors je suis parti très très simplement de quelques perplexités lexicales. Après tout, vouloir parler de réconciliation politique, nous comprenons très bien dans le français moderne, mais quel mot pour le dire en latin, quel texte évoque cette notion, et comment faire des dépouillements sur le corpus documentaire pour évoquer cette notion. Alors, je suis parti très très banalement en allant chercher dans les substantifs, les participes, les verbes, reconciliatio, reconciliatus, reconciliare, et en essayant de voir si cela avait un intérêt, si ça, d'une certaine façon, si c'était probant. Il y a deux grands sens en réalité de la reconciliatio. Il y a d'abord le fait de restituer, de rétablir, de restaurer dans un contexte transitif. Alors je vous ai donné quelques exemples en essayant, j'espère, de ne pas avoir oublié de les traduire. Dans les Vérines, reconciliare existimationem judiciorum amissam, il s'agit de restaurer l'estime perdue envers les tribunaux. On a quelque chose d'extrêmement général, un mot assez passe-partout. Cela peut aussi signifier le retour à l'harmonie, le retour à la concorde. Et la question est de savoir la concorde entre qui et qui, l'harmonie de quoi. Par exemple, dans les catilinaires, les discordes civiles avaient en commun de se conclure non par la restauration de la concordia, la reconciliatio concordiae, sed internicione civium, mais par le massacre des concitoyens. Donc c'est un mot d'une assez grande banalité appliqué à la vie judiciaire comme à la vie politique. Vous en trouvez d'autres exemples dans le Prosulla à propos de Torquatus, qui évoque, à propos duquel Cicéron dit qu'il le fait rentrer en grâce auprès de tous les honnêtes gens, c'est-à-dire les boni, et là le simple verbe reconciliare, traduit par rentrer en grâce, discours sur devant le peuple, à propos de son retour après l'exil. Il évoque les foedera, les accords avec tous les gens, reconciliationesque gratiarum, les réconciliations
réconciliation. Et vous voyez que j'ai bien pris 2 mots ici pour en traduire un seul en français, qui se trouvait sanctionné, sanguiretur, sanguinemeo, au prix de mon sang. La reconciliatio dans le De Domo, donc discours de la même période, du retour d'exil, inimici ingratiam reconciliabantur, on se réconciliait avec des adversaires. Il s'agit bien d'inimici et pas d'hostes, pas d'ennemis extérieurs. C'est bien un contexte qui est celui d'une discorde civile. Donc je vais vite sur les autres exemples, mais c'est pour vous montrer qu'il y a abondance de biens si on cherche à illustrer cela. Dans le discours sur les provinces consulaires, c'est encore le sentiment qui m'anima dans le passé, qui m'animera toujours à l'égard de l'État, qui me ramène vers César, reducit, qui me rapproche de lui, reconciliat, restituit in gratiam, qui me réconcilie avec lui. Et vous voyez que ce mot de gratia, dans le petit travail d'enquête que l'on fait, revient systématiquement avec cette idée de reconciliare ou d'autres verbes, restituere in gratiam, ici. Discours pour Rabirius Postumus, le motif que j'ai eu pour défendre Gabinius, Gabinius, vous savez, c'est un ennemi absolu de Cicéron, il se déteste absolument, a été reconciliatio gratiae, ma réconciliation envers lui, et un seul mot en français suffit à traduire. Là, le promiloné, enfin, en 52, fides reconciliatae gratiae, la sincérité, fides, de la réconciliation. Du coup, il m'est apparu nécessaire d'aller regarder finalement quelles étaient les principales associations de mots, quels étaient ces contextes qui nous faisaient un peu avancer sur le terrain sémantique. D'abord, le terme de voluntas, au sens des esprits réconciliés. Et j'emprunte là quelques exemples à la correspondance de Cicéron dans les lettres familières. Je vous ai mis à chaque fois l'année de la lettre et son destinataire ou son émetteur lorsqu'il s'agit d'une correspondance passive. Il paraissait, familière 1.2.1, que le Sénat nous était redevenu favorable, la reconciliata voluntas. De même, bien plus tard, dans une lettre de 43, la reconciliata voluntas nostra, nos esprits réconciliés. Vous voyez que les traducteurs, évidemment, emploient toute une palette de possibilités de restitution. Autre mot en dehors de voluntas, on l'a déjà pressenti, c'est l'usage de gratia, avec les mots de la famille de reconciliare, avec le participe passé au sens de amitié, rapprochement, réconciliation tout court. La de vestra vetere gratia reconcilianda, il s'agit de l'obligation de renouer les liens de notre vieille amitié. La reconciliatia grata, le rapprochement, deux fois utilisé dans les lettres de 62. Reconciliatae gratiae, la réconciliation tout court, dans une lettre à Appius Claudius Pulcher, dont vous savez qu'il fut lui aussi gouverneur de Cilicie. Donc une lettre tout à fait officielle pour le troisième des exemples de la diapositive, et puis une lettre à un familier, Luceius, qui était censé écrire l'histoire de Cicéron à la gloire de l'orateur, mais Luceius a préféré faire autre chose. Ces perplexités lexicales, donc, ma foi, nous ont permis quelques constats de bon goût, mais enfin, on ne va pas très très loin une fois que l'on a procédé à tout cela. Et du coup, je me suis tourné par souvenir, par mémoire, vers quelques textes qui me paraissaient plus directement liés au contexte des guerres civiles et qui me paraissaient utiles. Alors je dois dire que là, j'ai procédé avec ce qui me tient lieu de cerveau et que je n'ai pas les moyens de faire un dépouillement lexical, méthodique. J'ai procédé par la lecture des lettres et par ce que je pouvais faire de sondage. Dans les lettres de l'année 49, vous trouvez exactement le même type de formulation à propos de César. Il entend donc agir, travailler, agat, de reconciliatione gratiae suae et Pompei, une réconciliation entre lui et Pompée. Même chose toujours à propos de César, et dans une construction, un magnifique zeugma digne de figurer dans toutes les bonnes grammaires latines et de figurer dans tous les cours de thème latin où on apprend à faire des choses qui ne sont pas du vrai latin. Cupiat concordiam et Pompeium reconciliare, ça c'est du vrai latin, il souhaite 1. La concorde, 2. Reconciliare Pompeium et de regagner Pompée. Donc
on a vraiment un parfait zeugma. Une lettre de César à Oppius et Cornelius, un peu après Corfinium, donc quand on sent que les affaires des Pompéiens vont assez mal, ut Pompeium reconciliarem, afin de bien me remettre avec Pompée, traduit le traducteur de Budé. Moi, je pense que dans le contexte de la lettre, c'est plutôt afin de bien remettre Pompée avec moi. Mais, ce qui n'est pas tout à fait la même... voilà, mais je ne veux pas discuter ça. Toujours dans l'année 49, on voit donc dans une lettre à César, Cicéron se proposer comme intermédiaire à un moment où il n'a pas encore rejoint Pompée. Et la traduction de la collection des universités de France, qui était celle de la traduction de Jean Beaujeu, à propos de cette phrase, si quod de Pompeio nostro et tibi acrei publicae reconciliando curate attingit, si tu prends souci du sort de notre ami Pompée et de la réconciliation publique, traduction que je ne partage pas tout à fait, et je crois qu'il faut plutôt comprendre si en quelque manière tu te préoccupes de réconcilier mon cher Pompée avec toi et avec la République, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quoi qu'il en soit de ce parcours sur lequel je vais assez vite parce que c'est assez descriptif, on voit que l'on a un vocabulaire qui n'est pas propre à la sphère politique ou à la réconciliation civique stricto sensu. Il est appliqué à la sphère politique, mais il ne lui est pas propre, il n'en est pas caractéristique. C'est un vocabulaire qui est le même que celui du rapprochement entre des particuliers dans une conciliation judiciaire, par exemple, ou même dans une réconciliation familiale, dans les lettres intimes de Cicéron, à propos de ces disputes de ménage qui font la joie du couple Atticus, du couple de Quintus Cicéron le frère, ou de Cicéron lui-même avec son épouse. Il est beaucoup question des vraies-fausses réconciliations pour la paix des ménages. Mais je vous ai épargné ces textes-là. Alors, est-ce que la réconciliation, d'un point de vue historique, fait sens dans un contexte de guerre ? Et même dans une guerre civile. Quand on fait la guerre, on ne fait pas la guerre pour se réconcilier. On fait la guerre pour être vainqueur. On fait la guerre pour faire du butin, on fait la guerre pour détruire un ennemi, on fait la guerre pour conquérir des terres, on fait la guerre pour s'enrichir, on fait la guerre pour se venger, on fait la guerre pour plein de raisons, mais sûrement pas pour se réconcilier. C'est une conséquence secondaire de l'issue d'un affrontement, mais ça n'est jamais un objectif. Il y a un texte qui m'a paru intéressant sur les conduites qui peuvent anticiper sur cette issue et l'hypothétique réconciiliation. Alors, je ne propose pas la totalité de la traduction de cette lettre de Caelius à Cicéron, une correspondance passive, mais normalement, j'ai surligné en bleu, j'espère que vous le voyez bien en bleu ciel, les passages importants. Dans le débat entre concitoyens, honestiorem sequi partem, il faut se ranger du côté le plus noble, celui qui est le plus conforme à l'honestum. Lorsque on en vient à la guerre, à l'affrontement dans les camps, lorsqu'il s'agit d'une guerre, et en l'occurrence d'une guerre civile, melius statuere quod tutius sit. Il faut choisir ce qui vous permette de rester le plus en sécurité. Ce qui est traduit par « il faut choisir le parti du plus fort ». Alors on a là un propos de Caelius qui nous ramène vers des débats, et des débats qui étaient évidemment intenses. Ce ne sont pas des débats théoriques, ce n'est pas de la philosophie politique abstraite, déconnectée. C'est un débat au sein de l'élite dans des circonstances où il faut peut-être prendre parti, peut-on être neutre, et comment se poser, se définir soit en ami, soit en ennemi. En tout cas, on voit que les conduites peuvent obéir à une certaine modulation.
Quel est le statut des concitoyens dans une guerre civile? Et qui est l'ennemi dans une guerre civile? César a donné comme raison de l'entrée en guerre, le fameux franchissement du Rubicon, l'atteinte qui a été portée à sa dignitas. On en trouve la trace dans le récit que Cicéron en fait dans une lettre à Atticus, et bien sûr chez César lui-même au début de la guerre civile au livre 1. Mais qui est l'ennemi? Je reviens à ma question. Qui est l'ennemi pour Pompée? Pour Pompée est l'ennemi tout homme qui ne se joint pas à lui. Qui est l'ennemi pour César? Tout homme qui se bat contre lui. Donc la neutralité place tout homme qui ne se bat pas contre César dans la catégorie des non-ennemis, ce qui n'est pas la même chose. Et je vais illustrer cela que j'ai commencé par présenter parce que ça fait partie de ces formulations avec des doubles négations tellement imbriquées qu'on finit par ne plus trop suivre, surtout en latin, dans un passage qui est postérieur à la guerre civile, bien sûr, qui est celui du Proligario, qui figure dans la diapositive qui suit. La question, c'est celle de ce qu'est un adversaire déclaré. Te enim dicere odibamus non omnis adversarios putare, nisi qui nobiscum essent, te omnis qui contra te non essent, tuos. Tu disais, à ce qu'on nous rapportait, que nous tenions pour ennemis tous ceux qui n'étaient pas avec nous, ça c'est le clan des Pompéiens, tandis que toi, égal César, tu tenais pour amis tous ceux qui n'étaient pas contre toi. Alors évidemment, quand on pense différemment les ennemis, on pensera différemment la réconciliation aussi. Et si je l'étudie comme un processus, je ne peux pas commencer par l'étudier par la fin. Il faut que je vois déjà comment on se fâche avant de voir comment on se réconcilie. Si il y a des gens, des concitoyens qui ne sont pas contre, ça pose une question qui est celle de la neutralité. Question de la neutralité qu'on pose bien évidemment dans les contextes diplomatiques, mais qu'il faut aussi poser dans le contexte de la guerre civile. Cette neutralité est-elle une lâcheté? Peut-elle être un devoir civique? D'une certaine façon, un non-engagement qui n'alimente pas la discorde. Et cette neutralité peut-elle être un devoir, surtout si l'on aspire à jouer les négociateurs, à être un de ces médiateurs nécessaires pour le rapprochement entre les parties, qu'il s'agisse d'éviter la guerre, d'en éviter le développement ou d'y mettre un terme. Je me tournerai là vers une comparaison du point de vue qui est présenté par César et le point de vue qui est présenté par Caton. Bien sûr, il s'agit de Caton le Jeune. Cicéron est un homme quelque part respecté des deux camps. Mais pour être un médiateur, il y a une condition, il faut qu'il ne quitte pas l'Italie, qu'il ne rejoigne pas Pompée. Ça, c'est le point de vue de César. Et il y a un moment très important qui est une entrevue qui a lieu le 28 mars de l'année 49 dans une propriété secondaire, dans la villa de Formiae, entre Cicéron et César. Et César va lui demander de rentrer à Rome, et Cicéron refuse. Il refuse de rentrer à Rome parce que les sénateurs qui restent à Rome sont peu illustres. Tous les sénateurs illustres sont partis avec Pompée, ils ont laissé l'exode massif. Et surtout parce que le Sénat n'a plus de légalité. Comment rentrer dans un Sénat où ne siègent que quelques partisans intimes de César et qui n'a plus l'auctoritas? Un Sénat sans auctoritas, ça n'est plus un Sénat. César objecte que l'absence de Cicéron est interprétée comme une marque d'hostilité. Et rappelez-vous la phrase que j'ai dite tout à l'heure, est-ce qu'on est avec ou pas contre? Ce n'est pas la même chose. Et il lui demande de venir parler au Sénat, devant le Sénat, de venir parler de la paix. Et Cicéron n'est pas très content, il est même assez fâché, parce que non seulement il hésite à revenir parler devant ce Sénat, qui est un Sénat de troisième zone, mais en plus, l'idée même qu'on puisse lui dicter les sujets d'intervention et le sujet de son discours est de nature à légèrement l'irriter. Alors voici la source elle-même, la lettre Atticus 9-18, où il y a une restitution pour Atticus au style direct du dialogue qui s'est tenu entre Cicéron et César. Viens donc et plaide pour la paix, agé des paquets.
Meone inquam arbitratu, à ma propre guise, c'est-à-dire de la façon dont moi, Cicéron, j'ai envie de le faire. Irai-je te faire la leçon, dit-il ? La thèse que je soutiendrai, dis-je, et c'est Cicéron qui parle, vous l'aurez compris, sera que la Sénat désapprouve une expédition en Espagne et le transfert des forces armées en Grèce. Et, ajoutai-je, je me répandrai, excusez-moi, en lamentation, il y a une coquille, je me répandrai en lamentation sur le compte de Pompée. À ces mots, il s'écria, je ne veux pas de tels propos. C'est ce que je pensais, dis-je, mais si de mon côté je ne veux pas être présent, c'est qu'il me faut ou m'exprimer en ces termes, ou ne pas venir, sans compter bien d'autres réflexions qu'il me serait absolument impossible de taire si j'étais sur place. La neutralité, la liberté de parole, la paressia des Grecs, même s'il n'y a pas un mot pour le dire directement en latin, la notion est évidemment importante, surtout dans le contexte qui est celui que j'évoque là. On est une quinzaine de jours après, une autre lettre, cette fois-ci de César à Cicéron, à la mi-avril de l'année 49, le 16. C'est une mise en garde pour que Cicéron ne quitte pas l'Italie, et je vous en ai donné 2 extraits. Je crois devoir t'écrire et te demander, au nom de nos bons sentiments mutuels, pro nostra benevolentia, de ne pas faire maintenant que la situation a basculé, un pas que tu n'as pas cru bon de faire, même quand elle était indécise. C'est-à-dire passer du stade de « je ne suis pas contre » à passer dans le stade pompéien, je suis avec Pompée, donc je combats directement César. Et un peu plus loin, en fin de compte, la ligne de conduite qui sied le mieux à un homme de bien, pacifique, et à un bon citoyen, ne consiste-t-elle pas à se tenir à l'écart des discordes civiles, la neutralité. Certains en étaient partisans, mais n'ont pu la suivre par crainte du danger. Toi, considère attentivement le témoignage de ma vie et le jugement que notre amitié implique. Tu ne trouveras pas de solution plus sûre et plus honorable. Et le plus honorable, c'est le latin honestius. Tout à l'heure, on était dans le tutius, plus en sécurité, mais il y avait aussi la préoccupation de ce qui est conforme à l'honestum. Et je vous renvoie bien sûr au grand traité philosophique de Cicéron, et singulièrement un traité ultérieur, le De Officiis. Plus sûr et plus honorable que de te tenir à l'écart de tout conflit. Tutius neque honestius. Et comme les injonctions de César ne suffisent pas, on envoie les seconds couteaux, une lettre de Marc-Antoine adressée, on est encore 15 jours après, autour du 1er mai de la même année 49, sur le même sujet. Je n'ai pas mis le latin. Marc-Antoine écrit à Cicéron « Je ne puis croire que tu t'apprêtes à franchir la mer. » Ce n'est pas parce qu'il doute de ses capacités à naviguer. Franchir la mer, c'est rejoindre Pompée, c'est donc devenir un ennemi. Et Cicéron part. Il part pour rejoindre Pompée le 7 juin de l'année 49. C'est donc la fin de sa neutralité. C'est son entrée en guerre, y compris aux yeux de tous les Césariens. Et on pourrait s'attendre à ce que cette traversée de Cicéron lui vaille la sympathie des Pompéiens qui peuvent l'attendre depuis un petit moment parce qu'ils sont partis en janvier avec Pompée. Et quand on pense en réalité le déclenchement de la guerre, je fais une petite parenthèse, on le pense beaucoup trop à cause de l'épisode et en fonction de l'épisode du Rubicon. On se dit ça y est, César a franchi le Rubicon, il a écouté le petit joueur de flûte, son armée est passée, il arrive à Rome, il met main basse sur plein de choses, Pompée est parti, ça y est, c'est la guerre. En réalité, il y a toute une série d'entrées en guerre. Et ce sont ces temporalités successives auxquelles il faut être tout à fait attentif. Grosso modo, il se passe 5 jours près, il se passe 6 mois pour que Cicéron entre en guerre en 49, au sens où il franchit la mer et il se déclare ouvertement contre César. Et il n'en est pas très récompensé parce que du côté des Pompéiens, et d'un des plus ardents, d'un des plus rigoureux, Caton le jeune, ça lui vaut une volée de bois vert et de vigoureux reproches. Nous en trouvons la trace dans la biographie que Plutarque a consacrée à Cicéron. César étant parti pour l'Espagne, Cicéron s'embarqua pour rejoindre le camp de Pompée. Voilà. Franchissement de la mer. Tous l'accueillirent avec plaisir, bon, un de plus, sauf Caton, qui dans le privé, le blâma vivement d'avoir embrassé le parti de Pompée.
Lui-même, Caton, disait-il, ne pouvait honorablement déserter la politique qu'il avait choisie dès le début, mais Cicéron aurait été plus utile à sa patrie et à ses amis si, en restant neutre, Ménone, Issos, à égalité entre les parties. Il se fut adapté là-bas aux événements, là-bas, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer, en restant en Italie, sans abandonner la patrie. Et c'était sans raison et sans nécessité qu'il était venu ici prendre sa part d'un si grand danger. Quelqu'un comme Cicéron n'est d'aucune utilité au combat dans des contextes militaires. Il est absolument incapable. D'ailleurs, il reste sous sa tente le jour de la bataille de Pharsale. C'est beaucoup trop compliqué pour lui de faire des choses tactiques et encore plus de se battre. Et là où il serait utile aux yeux de Caton, qui est pourtant un des ultra-pompéiens, c'est de rester dans la figure, dans le positionnement d'un éventuel conciliateur. Quand on évoque la réconciliation, il nous semble souvent, peut-être par un peu d'angélisme, que c'est une attitude, une conduite désirable, positive, encouragée, que ce qu'on doit systématiquement faire, c'est se réconcilier. Et il nous faut examiner, au moins par principe, l'hypothèse contraire. Est-ce qu'on peut refuser la réconciliation ? Et pourquoi la refuser ? Alors je vais regarder 3 réponses à cette question, la réponse de Pompée, la réponse de Caton et la réponse de Cicéron. La réponse de Pompée. Je trouve des éléments dans une lettre de Cicéron adressée aux familiers, lettre 7, 3, 2, c'est une lettre qui est écrite en avril 46, donc il ne m'échappe pas que Pompée est mort, en avril 46, mais c'est une lettre dans laquelle Cicéron revient sur la période de la guerre civile, où il fait de l'histoire du temps présent. Donc il revient sur la période lentulo et marcello consulibus, c'est-à-dire bien sur l'année 49. Désespérant de la victoire, j'ai commencé par prôner la paix, dont je me suis toujours fait le défenseur. L'auctor, c'est à la fois le garant, le défenseur, parfois l'arbitre aussi. Ensuite, quand Pompée a manifesté sa détestation envers cet avis, son refus catégorique, j'ai entrepris de le convaincre de conduire la guerre. Il en était pleinement d'accord. Celui qui a refusé la réconciliation et toute la série des offres faites par César, les Césariens et quelques personnages intermédiaires, c'est incontestablement Pompée. Valde ab horreret, la phrase est évidemment subordonnée, cum habea sententia Pompeius valde ab horreret. Il n'en est absolument pas question. C'est presque physique. La réponse de Caton, il faut aller la chercher à nouveau dans les biographies de Plutarque et cette fois-ci dans la biographie de Caton le Jeune au chapitre 66. Lucius César, un parent du dictateur, avait été choisi pour aller intercéder en faveur des 300, la guerre d'Afrique. Il vient prier Caton de lui composer un discours qui pût intéresser César pour eux. Car, ajouta-t-il, quand je parlerai pour vous, je me ferai gloire de baiser ses mains et d'embrasser ses genoux. C'est l'attitude traditionnelle du suppliant, l'attitude de la tragédie, celui qui se place sous la protection. Mais Caton le lui défendit. Si je voulais, lui dit-il, devoir la vie au bienfait de César, j'irais moi-même le trouver seul. Mais je ne veux pas tenir d'un tyran ce qu'il ne doit qu'à des injustices, et c'en est une de sa part que de donner la vie comme maître à ceux qu'il n'a pas le droit de commander. Le refus de la réconciliation chez Caton, c'est le refus de devoir la grâce de la vie à celui qu'il considère comme un tyran. Et ça va jusqu'au suicide. La réponse de Cicéron. Cicéron, après Pharsale, revient à Brinde en octobre de l'année 48, et il reste à Brinde pratiquement 1 an. Là aussi, la temporalité interne à la guerre civile importe beaucoup. Il a mis 6 mois à partir, et après Pharsale, il va mettre 1 an à rentrer, ne sachant pas très bien le sort qui est réservé à ceux qui étaient au comté de Pompée à Pharsale.
Beaucoup d'autres Pompéiens se sont de leur côté réfugiés dans des îles grecques, où la vie n'est pas si mauvaise, et où ils attendent la fin de la guerre. Samos, Lesbos en particulier, constituent des lieux de sociabilité pompéienne pas trop désagréables, dans un contexte politique encore un peu fluctuant. Cicéron considère qu'une paix séparée, alors quand je dis avec l'Afrique, c'est avec ceux des Pompéiens qui ont poursuivi la guerre, soit possible, il le dit dans un certain nombre de lettres, dont je vous ai économisé la citation. Et finalement, en octobre de l'année 47, il revient à Rome. 1 an à Brinde, une année entière. En avril 46, mort de Caton le Jeune, on vient de voir les raisons de son refus de la réconciliation, il a refusé la Clementia de César. Et puis dans le courant de l'été 46, il y a un épisode qui est le rappel de Marcellus. Marcellus, le consul de l'année 51, et Cicéron prononce le discours pro Marcello afin de remercier César de la bienveillance qu'il a témoignée envers son ancien adversaire. Marcellus était un des plus hostiles à César, un ancien adversaire désormais exilé. Alors je vous rappelle que dans les Claudii Marcelli, il faut ne pas trop se tromper, il est question ici du consul de l'année 51, et sachant que vous avez là des frères et des cousins. Donc c'est une petite diapositive pédagogique pour s'y retrouver dans les fils de, petits-fils de, etc., l'année des prétures, bon, bref. Passage du pro Marcello qui m'intéresse. Paragraphe 12 et paragraphe 15. Il s'adresse bien sûr à César. Tu sembles être vainqueur de ta victoire même par ton renoncement en faveur des vaincus aux droits qu'elle t'avait donnés. Car tandis que la loi de la victoire aurait pu nous condamner à périr tous dans notre défaite, c'est ta clémence qui décréta notre salut. Oui, dans une guerre extérieure, en principe, on extermine les ennemis. On ne leur manifeste pas de clémence. Chapitre 15. Une fois vainqueur, accorder sa sympathie à ceux qui voulaient la paix, c'est prouver qu'on eût aimé ne pas combattre plutôt qu'être vainqueur. Alors, discours de circonstance, discours extrêmement contraint, discours de retour en grâce aussi pour Cicéron, discours dont la sincérité doit être jaugée à l'aune de la toute-puissance césarienne de l'année 46. Et un peu plus loin, toujours dans le pro Marcello. Toutes ces plaies ouvertes par la guerre, c'est à toi de les cicatriser, car nul autre que toi ne saurait les guérir. Un appel à la Clementia. Et enfin, paragraphe 31, les uns déposèrent les armes, aux autres on les arracha. Il y a ceux qui ont combattu irréductiblement, et puis ceux qui sont rentrés dans la catégorie des non-ennemis, catégorie initiale. Il faut être ingrat et injuste quand il n'y a plus rien à craindre des armes pour ne pas désarmer son cœur. C'est beau comme du Cicéron, et ça a servi à former des générations de latinistes. Alors, la réconciliation, c'est pas la même chose que la diplomatie. Assurément pas, parce que la diplomatie, d'abord, ça ne sert pas à faire la paix, contrairement à ce que l'on croit quand on est jeune dans l'existence. La diplomatie, c'est toujours l'affirmation d'un rapport de force. La diplomatie, c'est une façon de marquer une hégémonie, c'est la récupération de ce que la guerre peut avoir coûté, c'est le fait d'imposer les conditions du vainqueur à une puissance étrangère ou la vision du monde qu'on peut exercer lorsqu'on a les moyens d'être hégémonique. Quid des négociations ? Si on admet le multilatéralisme, si on relève que les négociations ne portent pas sur la paix elle-même, mais sur le devenir de tel ou tel personnage, ces négociations sont bel et bien un règlement des différends. Elles sont une forme de régulation, mais elles sont aussi un moyen de rester le plus fort. Les négociations ne sont pas la recherche d'un compromis, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, un peu naïvement. Les négociations, c'est ce qui permet à ceux qui détiennent le pouvoir de faire le moins de concessions possible et de trouver une solution dont ils sont les vainqueurs. Mais il faut répondre non à la question si on pose que ces négociations seraient un échange avec des interlocuteurs en position paritaire. Il n'y a pas entre les Pompéiens survivants et les Césariens et César de diplomatie,
en temps de guerre civile, et on peut hésiter sur la pertinence du mot négociation, sauf à lui donner la signification un peu brutale que je vous ai proposée. Dans ces conditions, y a-t-il réconciliation ? Qu'en était-il, outre les chefs, de tous ceux qui avaient versé leur sang, de tous ceux qui avaient vu mourir des compagnons d'armes? Les Romains aussi avaient des band of brothers. Et il ne faut pas seulement penser aux officiers supérieurs, il faut penser aux soldats, aux sous-officiers, tous ces hommes dont, quelque part, certains textes de Virgile ou d'Horace nous donnent aussi le ressenti. Pour les dirigeants, la réconciliation n'est pas un point de passage obligé, et elle peut avoir un caractère humiliant. C'est bien parce qu'elle est humiliante que Caton d'Utique l'a refusée. C'est la mort par suicide qui est vue comme la plus noble, c'est vrai, des souverains étrangers. Qu'est-ce qu'on a reproché à Persée de Macédoine? De n'avoir pas su choisir le suicide après la troisième guerre de Macédoine, de s'être fait capturer. La négociation et la clémence, la réconciliation, c'est peut-être en fait la première humiliation infligée à ceux qui survivent. La clémence du vainqueur, cette clémentia caesaris, et ne nous laissons pas happer par la propagande césarienne et plus tard augustéenne, la clémence du vainqueur est la deuxième humiliation, parce que la clémence, ce n'est pas la loi, le droit, la clémence c'est l'arbitraire, la clémence ne dépend que du bon vouloir du tyran ou de l'autocrate. La clémence est le contraire de la règle universelle. Elle est d'abord l'expression d'une dictature ou d'une monarchie, elle est, selon l'expression consacrée, une couverture idéologique, et la réconciliation, dans ce cadre, est la marque de la supériorité des uns sur les autres, en aucun cas une forme de retour à une égalité ou à une parité. Dans la guerre civile, comme dans les guerres extérieures, la diplomatie, les négociations ne servent pas à faire la paix. Parce que dans les guerres civiles comme dans les guerres extérieures, on fait la guerre pour être vainqueur et pas pour se réconcilier. Quand arrête-t-on la guerre? On arrête la guerre pour tirer les bénéfices de la victoire, et dans le cas d'une guerre civile, faire remise de la vie au vaincu, c'est tirer un bénéfice, certes symbolique, politique, civique, de cette victoire. La guerre civile a ceci de particulier qu'elle ne rapporte pas exactement, dans les mêmes conditions, de butin, de terre. Bien sûr, il y a eu des proscriptions dans la guerre civile de Marius et de Sulla, bien sûr, il y a des confiscations, il y a des assignations à des vétérans, mais ce n'est pas le même type de butin et de confiscation que celui que l'on trouve dans les guerres extérieures. On ne fait pas de prisonniers, on ne vend pas les prisonniers de guerre en esclavage, on n'en tire pas d'argent. Et donc, cette guerre civile est là pour installer ou pour consolider un pouvoir. Et parallèlement, elle chasse ou elle affaiblit les opposants à ce pouvoir. Et parmi les moyens de les affaiblir, il n'y a pas que le combat ou la lutte, il y a aussi la clémence et d'une certaine façon, la réconciliation. Merci de votre attention.